Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Alpes. Ce vendredi, ce n'est pas un, mais deux débats que nous vous proposons. Nous irons à Crolles, en Isère, dans quelques minutes. Mais avant cela, je vous propose de prendre la direction de la Haute-Savoie, à Passy, dans la vallée de l'Arve. Là-bas, vous allez le voir, le premier tour a révélé quelques surprises, des surprises que nous raconte tout de suite Claudette Weitilingom. Regardez. Elle est l'une des villes de la vallée de l'Arve, tristement connue pour sa pollution chronique. À l'issue du premier tour, Passy et ses 10 000 habitants ont vécu un petit séisme politique. Patrick Colibet, maire d'Hiver Droite, en poste depuis 2014, a été sèchement battu. Arrivé troisième, il a renoncé à se maintenir. C'est donc un duel qui va voir s'affronter le d'Hiver Gauche, Raphaël Castera, arrivé nettement en tête, face au sans-étiquette André Pasteris, second. Passy reviendra-t-elle à la gauche, après avoir longtemps été communiste? Une gauche forcément teintée de vert, tant les questions environnementales sont ici cruciales. Et ce duel, il se joue ici, sur ce plateau de France 3 Alpes. Messieurs, bonjour. Raphaël Castera. Bonjour. Bonsoir, vous avez 44 ans, vous travaillez dans la communication. Merci d'être avec nous ce soir. Face à vous, André Pasteris, bonsoir. Bonsoir. 56 ans, vous êtes chef d'une entreprise spécialisée dans l'assainissement. Messieurs, avant de parler pollution et qualité de l'air, une question d'actualité. La crise économique qui s'annonce devrait être assez terrible. La vallée de l'Arve est connue pour l'industrie du décolletage. C'est une industrie importante dans le monde de l'automobile qui souffre énormément. Êtes-vous, en tant que candidat, très inquiet sur les perspectives économiques de votre territoire, Raphaël Castera ? Oui, on peut être légitimement inquiet. Il y a l'industrie du décolletage dans la vallée de l'Arve concerne 80% de l'industrie de la sous-traitance automobile. Moi, je travaille dans le secteur médical. On est un peu moins impacté pour le moment, mais c'est vrai que le gros de la crise risque de se révéler à la rentrée et les patrons sont légitimement inquiets. André Pasteris, j'imagine que vous partagez en tant que chef d'entreprise cette inquiétude sur le décolletage ? En tant que chef d'entreprise, effectivement, on peut considérer que ce Covid-19 risque d'impacter fortement les usines de décolletage. Après, je ne suis pas un spécialiste de cette fabrication de pièces pour les automobiles. Et je pense que ça devrait quand même aller mieux dans les mois qui viennent pour le secteur automobile. Alors on vient de le dire, messieurs, on sort d'une période très particulière, on a vécu tous 2 mois de confinement. Et s'il y a bien une ville dans la région qui a dû voir les aspects positifs de ce confinement, c'est la vôtre, ville qui est souvent confrontée à des épisodes de pollution. Le dernier record, c'était en 2016-2017. Avez-vous mieux respiré pendant le confinement à Passy, du fait de l'arrêt de la circulation automobile, notamment le tunnel du Mont-Blanc ? Alors paradoxalement, non. Parce qu'on a fait le comparatif des chiffres de cette année par rapport à l'année dernière sur la même période, en prenant aussi les indices météo. Et en termes d'émissions de particules fines, parce que c'est ce qui pose problème, et ce n'est pas la circulation mobile, je le précise, les particules fines, c'est la combustion de la biomasse, donc c'est les foyers, le brûlage au niveau des cheminées. Le chauffage à bois. Voilà, et c'est le domestique représente à peu près 70% des émissions de PM10 au niveau de la vallée de l'Arve. Et non, les résultats sont sensiblement les mêmes que l'année dernière. Par contre, en termes d'émissions sur les polluants liés au trafic automobile sur les NOx, le dioxyde d'azote, oui, il y a une baisse significative. André Pasteris, le futur maire de Passy, aura-t-il les moyens d'agir sur la lutte contre la pollution, ou est-ce que finalement c'est un dossier qui se joue ailleurs ? Je pense que ce sera un dossier qui se jouera en grande partie ailleurs, mais il faut que nous soyons, en étant vraiment sur place et près de cette pollution, nous soyons des acteurs aussi pour essayer justement de trouver une solution en vue de 2030 pour la suppression de cet incinérateur qui semblerait... Alors on va revenir sur l'incinérateur parce que c'est effectivement un problème important, mais pour vous ça se joue vraiment ailleurs ? Je pense que ça se joue ailleurs, mais nous participerons à ce débat, mais je pense quand même que ça se joue ailleurs, personnellement. Non, c'est une divergence. Aujourd'hui, la commune a les moyens d'agir. Il y a déjà des actions qui sont menées au niveau intercommunal. Il y a le plan de protection de l'atmosphère. On en est à la 2e édition avec des aides importantes pour aider les foyers à changer leur foyer et mettre des foyers fermés au niveau de leur cheminée. La commune de Passy a les moyens d'agir et d'être leader en la matière. Mais comment ? En augmentant, nous, c'est ce qu'on propose. Nous, c'est ce qu'on propose. C'est une petite commune, 10 800 habitants.
Nous, ce qu'on propose, c'est de doubler le fonds Airbois, c'est-à-dire que le fonds Airbois... Il est de 2 000 € aujourd'hui. Il est 2 000 € aujourd'hui et la commune apportera 2 000 € supplémentaires. Pourquoi ? Ce n'est pas un chiffre en l'air, c'est que le prix moyen d'un changement de foyer, c'est 5 000 € à peu près. Il y a des gens qui ne peuvent pas se les payer. Donc tous ceux qui ont eu la volonté de le faire l'ont fait jusque-là. Ce qui reste, c'est les ménages modestes, les personnes seules, les personnes âgées, dans des maisons mal isolées. Donc c'est ces gens-là qu'on veut aider. Donc on doublerait le fonds Airbois, une part communale, avec 2 conditions, que ce soit résidence principale et des conditions de ressources. C'est une bonne solution, doubler le fonds Airbois. Vous proposez, vous, de le maintenir ? Nous, on le maintient. Nous le maintiendrons, donc les 2 000 € qui sont donnés par le fonds Airbois, et la commune de Passy continuerait à donner 500 € comme habituellement. Pourquoi ne pas aller plus loin, comme votre adversaire ? Pourquoi pas aller plus loin ? Donc, l'argument de foyers qui ne peuvent pas se payer ces brûleurs n'est pas bon pour nous. Pour moi, je considère que la commune de Passy, dans les études, il semblerait qu'il y ait pratiquement 1000 équipements à changer. 1000 équipements à changer en imaginant que tous ces équipements soient changés rapidement. 1000 par 2000, ça fait 2 millions d'euros. Faudrait que M. Castéra m'explique comment il trouvera ces 2 millions d'euros si, éventuellement, nous venions à tous demander le changement de ces poêles. Et 5 000 €, à mon avis, on a déjà des beaux poêles. Déjà ce n'est pas les bons chiffres. Aujourd'hui, dans le plan de protection de l'atmosphère 2, l'objectif est de changer sur l'ensemble de la vallée Larve, d'Annemasse à Valorcine, 3 000 foyers. Passy, c'est la commune qui a eu le plus gros taux de changement de foyer. Oui. Il y a 417 foyers qui ont été changés jusqu'à aujourd'hui. Il en reste 1000. Les 500 € que la commune met en plus, c'est grâce à nous, l'opposition. Moi, je suis conseiller municipal d'opposition sortant, et on avait proposé en 2014 que la commune abonde le fonds Airbois. Le maire avait refusé à l'époque, et en 2015, ils ont décidé de mettre 300 €. Puis on a mis, en 2016, 500 €, ce qui est bien, mais il faut aller beaucoup plus loin. La problématique, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il faut la question est quand même légitime. Comment on finance ? C'est sur le fonctionnement de la commune. Nous, aujourd'hui, il y a 40, 60 dossiers par an à peu près. Et je vous ai dit, c'est sous condition de ressources. Donc, c'est tout à fait réalisable. Ça fait 160, 180 000 € sur un budget annuel de 17 millions d'euros. C'est tout à fait envisageable pour la commune. Oui, mais la condition de ressources veut dire que vous ne le donnerez pas à tout le monde. La condition de ressources implique automatiquement... donc, effectivement, il n'y aura peut-être pas 1000 foyers qui demanderont. Il y en aura sûrement très peu. Donc, on aidera à la sortie, pour moi, très peu de gens. Qui tentent rien à rien. Voilà, donc, et déjà, il faut donner la possibilité aux gens, parce qu'aujourd'hui, les gens qui ne changent pas leur foyer, c'est ceux qui ne peuvent pas le faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est ceux pas qui vrai. ont pu le faire, ils l'ont fait. Et la problématique, elle est vers ces gens-là. Donc il faut les accompagner davantage. Et puis il y a un paramètre très important, c'est que le 31 décembre 2021, au niveau du plan de protection de l'atmosphère, le fonds Airbois va disparaître. C'est pour ça qu'il faut agir massivement et très rapidement. Le 1er janvier 2022, on ne pourra plus aider les gens. Eh bien justement, moi je considère qu'en donnant 500 € à tout le monde, je suis pratiquement sûr que tout le monde ira changer son poêle. Après... Alors visiblement, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord, mais ce n'est pas non plus forcément le but d'un débat comme celui-ci. C'est pas possible. Vous évoquiez tout à l'heure, André Pastéris, la question de l'incinérateur. C'est effectivement un dossier très sensible dans la commune. L'incinérateur a une délégation qui arrive à son terme en 2030. Faudra-t-il attendre jusqu'à 2030 pour agir sur cet incinérateur, messieurs? Raphaël Castéra. Nous, on a été la première liste à proposer la fermeture de l'incinérateur, mais 2030, ça laisse 10 ans. 2030, c'est la fin de la délégation de service public, mais pourquoi il faut du temps? Et peut-être qu'on arrivera avant. Il faut préparer le changement du mode de collecte des ordures, améliorer le tri. Ça concerne 20 communes, donc Passy n'est pas toute seule à décider. Il faut convaincre les 19 communes, il y en a qui sont déjà convaincus. Et tout ça, c'est un long processus à mettre en place, partagé en concertation avec les citoyens et les associations. Si on veut que ça fonctionne en termes de collecte, il faut associer les gens pour qu'on ait les bonnes pratiques. Donc, parallèlement à ça, on engagera des diversifications énergétiques, notamment la création d'un centre de méthanisation, pour utiliser les produits bio qui peuvent être inscrits dans ce schéma de méthanisation. Donc c'est une démarche en plusieurs étapes. 2030, c'est un objectif que vous partagez ou encore une fois, il faut agir avant, André Pastéris? Je resterai dans ce que j'ai dit tout au début, même en rapport avec les usines de décolletage. Et je dis... 2030, ça sera 2030. D'une manière ou d'une autre, la délégation de services publics est là jusqu'à 2030. Je me vois difficilement arrêter cette exploitation, ne serait-ce que pour les Alors qu'est-ce qu'on fait en attendant 2030? Si on ne peut pas résoudre le problème de l'incinérateur, est-ce qu'on peut faire d'autres choses, mener d'autres actions?
Nous, on serait plus pour préparer dans le sens d'une recyclerie qui permettrait de récupérer, de trier effectivement plus et mieux. Et au niveau des tris, effectivement, par commune, il serait souhaitable que déjà chaque personne se prenne en main pour arriver à avoir moins de tonnage qui arrive à cette usine. Et moins de tonnage, l'usine, elle, aura ses capacités de fonctionnement, mais tout doucement, il faudra trouver une autre solution pour que ces ordures arrivent ailleurs. Messieurs. Et l'usine de la méthanisation, personnellement, je suis complètement contre. C'est une hérésie. Et pourquoi ? Au niveau olfactif, c'est une catastrophe. Au niveau pas environnemental, mais visuel, c'est une horreur. Et le hameau de Chède n'a pas besoin de ça, ni le fond de la vallée. Aujourd'hui, les centres de méthanisation ne sentent pas du tout. Il faut des sas de décompression. Il y en a un très bien qui marche à Végy, en Haute-Savoie. C'est effectivement une des solutions que vous proposez à la méthanisation. C'est une des solutions. Et ça, c'est quelque chose. D'ailleurs, c'est bien ce que j'ai dit. D'ailleurs, le CITOM a organisé, donc l'exploitant, le syndicat de communes et l'exploitant ont déjà des études par rapport à une préparation de centres de méthanisation. C'est le cas aussi au niveau de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Il y a énormément de centres de tri des déchets qui se dirigent dans cette direction. Alors, vous le disiez tout à l'heure, certes, ce ne sont pas les poids lourds qui polluent le plus dans la vallée, malgré tout, ils ont un rôle. Le 13 février dernier, le président de la République était en voyage officiel dans la vallée de l'Arve. Il était à Chamonix, à la mer de Glace, à Saint-Gervais également. Et à cette occasion, interrogé par France 3 Alpes, il a expliqué qu'il n'était pas défavorable à un déplacement de l'aire de régulation des poids lourds actuellement situé au Fayet, pas très loin de Passy. J'imagine que vous partagez cet objectif tous les deux, de déplacer cette aire de régulation. L'aire de régulation est sur la commune de Passy, c'est le hameau de l'Abbaye, mais bien c'est la commune de Passy. Nous, en 2014, quand on s'est présenté aux élections municipales, on avait déjà proposé de déplacer cette aire de régulation. Il faut savoir qu'historiquement, cette aire de régulation devait être à Chamonix. Et les Chamonix, à l'époque, n'en ont pas voulu. Donc on l'a récupérée en bas de vallée. C'est une hérésie technique. On rejoue les guerres de territoire dans la vallée de l'Arve. C'est classique en Haute-Savoie. C'est une hérésie technique, c'est que les poids lourds redémarrent à froid. Et consomment le double de carburant. Même les transporteurs, et sur une pente assez forte. Donc même les transporteurs le disent, c'est un moyen assez rapide. Aujourd'hui, il faut engager une négociation avec la TMB et sa direction pour trouver un autre site plus en amont, ou plus en aval, ça dépend dans quel sens on va, et beaucoup mieux ventilé. C'est comme l'incinérateur. La problématique de la localisation, c'est qu'on est en fond de vallée dans une zone qui n'est pas assez ventilée, simplement. André Pastéris, on la déplace, cette aire de régulation ? Je dirais qu'il faudrait la déplacer, mais c'est exactement la même chose. La déplacer, moi je pense que c'est pas avec la TMB qu'il faut discuter. Il faut discuter avec le GEIE. C'est un groupement d'intérêt économique qui s'occupe justement de cette aire de régulation. Et le GEIE, aujourd'hui, à mon avis, serait prêt à déplacer cette aire, mais il faut trouver un emplacement. Et un emplacement... C'est la TMB en finalité, c'est la TMB qui décidera. Et maintenant, il faut qu'effectivement, on aille discuter. Donc c'est la TMB ou le GEIE alors ? Non, vous dites discuter avec le GEIE. Le GEIE est propriétaire s'occupe de la régulation. Mais la TMB... C'est le groupement d'intérêt économique du tunnel du Mont-Blanc, c'est l'exploitant. La société italienne et la TMB. Et eux, je pense qu'ils veulent bien, mais il faut bien leur trouver un emplacement. Et l'emplacement, il faudra, si on le met en aval, moi je dirais pas en amont, je dirais en aval, il faudra le mettre sur un terrain ou sur une propriété de la TMB. Et donc, voilà, il faudra discuter avec la TMB. Mais il me semblerait qu'ils ne sont pas trop d'accord. Il faut déjà leur poser la question, c'est le rôle des élus. Et au niveau des terrains, il y en a un qui est simple, c'est l'ancien autoport du temps des barrières douanières, l'autoport de Cluse. On peut supposer effectivement que si le président de la République se met du dossier, la TMB suivra. C'est quand même une société contrôlée par l'État. Le moment venu, nous verrons. Mais Non, mais il faut que les élus soient porteurs là-dedans, avec les parlementaires, bien entendu. C'est un travail de longue haleine, mais c'est quelque chose qui peut être réalisé quand même relativement rapidement. L'autre gros dossier... Justement, moi je dirais... Monsieur Castéra peut être réalisé rapidement, et je suis désolé, réaliser rapidement, Raphaël, tu ne peux pas dire ça, c'est pas possible. Il faut discuter, donc pour discuter, il faut un certain temps. Donc le certain temps, c'est pas rapidement. C'est sûr que c'est pas rapidement. Il faut déjà la volonté d'y aller, mais rapidement, c'est beaucoup plus rapide que 2030, la fin de l'irrigation de service. J'ai jamais dit que nous l'avons pas, justement, nous l'avons la volonté. Mais je dis maintenant, il faut juste trouver le bon interlocuteur. Alors rapidement, c'est quoi ? Exactement 3-4 ans, c'est quoi ? Non, on peut pas donner de date, mais je pense que à l'échelle du mandat, on peut déjà avoir les premières pistes. Dans les 6 ans, bien sûr, je des pense pistes qu'on pour peut déplacer déjà cette aire de avoir un régulation. engagement de la TMB en la matière. Donc Raphaël,
pas donner de date, c'est pas rapidement. Je viens de dire dans les 6 ans. Voilà, mais donc c'est ce que je disais, c'est pas rapidement. On a donc une date, à chacun de juger si c'est rapide ou pas. L'autre gros dossier, messieurs, dans votre commune est celui du développement touristique. C'est un dossier croisé. Passy est au cœur du pays du Mont-Blanc, profite de très jolis sites, à l'image de Plaine-Joux, par exemple, pour n'en citer qu'un. Et pourtant, c'est une commune qui reste bien moins courtisée que ses voisines, Saint-Gervais notamment. Pourquoi ? Comment ça s'explique, le fait que Passy ne soit pas aussi touristique que ses voisines ? Historiquement, Passy, en fait, a vécu 2 révolutions industrielles, enfin une première révolution industrielle et les révolutions économiques des sanatoriums. Donc l'usine de Chède s'est installée en 1897 pour la houille blanche. Fabriquer du gaz, notamment pendant la Première Guerre mondiale. De l'aluminium et des métaux. En 1897. Et puis ensuite, il y a eu les sanatoriums qui se sont installés à Passy par rapport à la qualité de son environnement et la qualité de l'air à l'époque, dans les années 30. C'est la Fondation Rockefeller qui cherchait des sites et qui installait les premiers sanatoriums. Donc ça a généré énormément d'emplois. Et à Passy, on est passé d'une économie essentiellement pastorale à industrielle. Et puis après, on est passé au niveau sanitaire. Il y avait milliers de soins quand même au plateau d'Assy. Donc le tourisme est devenu de manière périphérique et le développement de Plaine-Joux s'est fait pour les enfants de la vallée, pour leur permettre de faire du ski. Nous, ce qu'on propose, c'est d'aller dans cette direction-là, d'un ciblage familial. On est conscient, par contre, on a très beau potentiel en termes touristiques à Passy, à développer. La vue, c'est une chose, on a une réserve naturelle, il y a des attractions, il y a des activités, et puis il y a un tourisme culturel qui n'est pas du tout assez mis en valeur. On a l'église de Notre-Dame de Toute-Grâce au plateau d'Assy, avec les plus grands artistes du XXe siècle, mais ça, c'est un élément, il y a des statues, il y a beaucoup de choses à mettre en valeur. André Pastéris, comment vous expliquez, vous, de votre côté, le peu d'intérêt que suscite Passy pour les touristes, chez les touristes ? Moi, je trouve qu'au niveau touristique, on a quand même déjà une belle clientèle qui vient. Et justement, il faut faire venir plus de monde. Et pour faire venir plus de monde, nous ne sommes pas sur une mécanisation à outrance de la station de Plaine-Joux. Nous serons plus sur favoriser la remise en œuvre de beaux sentiers sur Passy, concernant la route des sculptures, effectivement aussi améliorer le cheminement, plus dans le tourisme vert. On serait plus à ce niveau-là. J'imagine que c'est un objectif que vous partagez. Bien entendu, aujourd'hui, l'avenir du tourisme et ce que cherchent les clients, c'est un sondage a été fait par le cabinet qui s'occupe du tourisme au Pays du Mont-Blanc, à 70% orienté vers des préoccupations environnementales. À Passy, on a vraiment un beau potentiel, je vous disais, on a une réserve naturelle, on a un paysage assez caractéristique avec cette chaîne de calcaire, on a un étagement de la plaine à 2900 mètres, ça va jusqu'à 2900 mètres d'altitude, on a une petite station de ski à Plaine-Joux. Aujourd'hui, elle est obsolète en termes d'offres, en termes de remontée mécanique, elle tombe en panne, c'est dangereux, il y aura une modernisation nécessaire et nous, c'est ce qu'on proposera. Ah non, nous, il n'y aura pas du tout de modernisation. On reste avec ce qu'on a. Je vous signale quand même que dans notre équipe, nous avons la deuxième adjointe de Patrick Colibet, qui est Nadine Cantel. Qui est le maire sortant, qui s'est retiré après un score Nadine Cantel est venue parmi nous. Nous l'avons accueillie avec plaisir, vu que c'est quand même elle qui a organisé le plan tourisme sur la commune de Passy, qui a quand même ramené 2,2 millions d'investissement sur la commune. 80% ont été financés, les 20% par la commune. Résultat des courses, la station de Plaine-Joux cette année a été, pour une fois, le bilan était neutre, c'est-à-dire on n'a pas perdu de sous. C'est pas vraiment à cause de ça. C'est pas à cause de ça, c'est à cause de ça. Aujourd'hui, la station de Plaine-Joux, elle a équilibré ses comptes parce qu'il y a eu un excellent début d'hiver et ça a été le cas dans toutes les stations du Pays du Mont-Blanc, mais c'est pas grâce aux investissements. Eh bien là encore, vous ne serez pas d'accord. Alors on va vous proposer un dernier petit exercice, messieurs, pour essayer de vous distinguer encore plus. Vous allez avoir 30 secondes chacun, face caméra, pour vous adresser une dernière fois aux passerands pour les convaincre, ces passerands, de voter pour vous. Raphaël Castera, ça se passe sur la caméra droite, c'est à vous. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire avancer la commune. On a la conception d'une commune qui est au service de ses habitants. On a de formidables potentiels dans plein de domaines. Il faut aussi travailler dans l'urbanisation, réembellir les hameaux. Et c'est ce qu'on veut faire. Donc c'est pour ça que nous avons porté cette candidature. Une équipe sans étiquette, avec des gens de différentes obédiences, rassemblés autour d'un seul projet. Et vous rendez 10 secondes à votre adversaire, c'est élégant. André Pastéris, même exercice, caméra de droite, vous avez 30 secondes pour convaincre les passerands de voter pour vous. Oui, bonsoir. Donc l'équipe Passy Passion est une équipe innovante avec la participation de personnes d'horizons différentes. Nous sommes prêts à accueillir Passy et
Et merci simplement, je vais faire simple, de nous faire confiance. Voilà. Eh bien voilà, le message est passé. Un grand merci à vous deux, messieurs. On a vu les différences qui vous opposent pour cette élection municipale qui s'annonce donc très ouverte et assez intéressante à Passy. On aura l'occasion d'y revenir dimanche prochain lors de notre soirée électorale. Restez avec nous. Tout de suite, on va prendre la direction de l'Isère, direction Crolles. La petite ville connaît là aussi un scénario politique original. On en parle tout de suite avec le résumé des faits par Claudette Weitilingom.